la passe et la frappe et l'arrêt. Et ça passe Et le poteau. Oh là là, attention. Oui, c'est le but. Et le goal qui intercepte. Vous écoutez Quartier des Sports. Quartier des Sports. Quartier des Sports. Et me voilà dans l'habitation de Michèle Sévin. Vous la connaissez peut-être. C'est une pongiste handisport. Michèle Sévin se met sérieusement au ping, au tennis de table, à la section handisport du cercle Paul Bert de Rennes. Rapidement, le responsable de la section lui propose de rejoindre les valides en compétition. Imaginez-vous en 1979. La carrière compétitive de Michèle Sévin démarre. C'est aujourd'hui que je la rencontre chez elle. Entourée de toutes ses coupes et de toutes ses médailles, Michèle me sert un café. Oh, je suis ravie. J'avais peur que vous m'ayez peut-être oublié. Bon, on verra bien. Ah non, j'avais bien noté que vous... Oh non, c'est pas zut. Oh, j'ai chaud. Bon, bah, je croyais avoir des biscuits, il n'y en a pas. Oh non, ne vous inquiétez pas, J'ai apéro, c'est pas la même chose. j'ai plus de idée, mais bon, après on peut passer tout de suite au pastis. Non, je suis pas trop habituée. Enfin, je vous avoue que je déteste le pastis. Enfin, avant de parler vraiment de votre parcours para-olympique, parler déjà de chez vous. Et est-ce que vous pourriez nous décrire à quoi ça ressemble chez vous ? Bah, je crois que ça reste relativement classique, hein, globalement. Bon, bah, c'est du meublant, on va dire. J'ai beaucoup de choses à y ranger, donc voilà, ça occupe un petit peu de place. Voilà, et puis un petit peu de déco au-dessus, puisque bon, bah, mon parcours sportif a fait que j'ai eu l'occasion de faire quelques podiums, donc il y a quelques coupes. Qui prennent la poussière, parce que ce sont de jolis ramasses poussière, faut régulièrement s'en occuper. Mais voilà, c'est le décor planté chez moi, quoi. Toutes ces coupes, c'est vous qui les avez gagnées ou ? Ah oui. Je vous dirais que, je peux vous confier qu'elles ne sont pas toutes là. Mais voilà, oui, c'est moi qui les ai gagnées, oui. Alors, bon, certaines, on va dire, sont peut-être plus anodines. D'autres correspondent à des compétitions bien précises pour lesquelles je garde quand même des souvenirs assez marquants. Voilà. C'est quelle médaille, là, quand vous les regardez, qui vous plaît le plus, que vous préférez ? Disons que le trophée, là, c'est la première fois que j'ai été championne de France toute catégorie en handisport. Et c'était au Cress, près de Montpellier. Donc en 89, de mémoire, voilà. Et j'avais dû en finale battre une amie, hein, parce que c'est resté une amie de toute façon, mais qui possédait un certain nombre de titres et qui n'avait pas du tout envie, cette fois-là encore, de laisser passer l'occasion, quoi. Mais bon, j'ai réussi quand même, voilà. Tout en bien, tout honneur. Ah bah, tout à fait. Est-ce qu'on peut juste aller là, avant de boire le petit café ? Est-ce que vous pourriez nous... Alors là, je m'approche de photos. Oui, trois garçons. Ce sont mes neveux. Vous avez des enfants ? Non. Vous en avez jamais voulu ? Non. Oh, c'est pas, la vie est ainsi faite. Hein. Ouais. C'est pas une affaire de vouloir, pas en vouloir. Donc, j'en ai pas. Voilà. En même temps, vous n'avez pas passé beaucoup de temps chez vous pendant une certaine période, non ? Bah, disons qu'il y aurait eu une vie de famille. Je pense qu'il y a des choses, des priorités qui auraient aussi été mises en place. Hein. On ne peut pas être partout, voilà. Donc, mais bon, la vie s'est ainsi déroulée. Donc, J'ai pu lire que quand vous étiez petite, vous ne faisiez pas du tout de sport. Oui. Et puis d'un coup, il y avait une table de ping-pong qui traînait par là. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Disons que bon, je suis née, enfin mes parents étaient agriculteurs, donc je suis du milieu rural et à la ferme il y a toujours de l'occupation. On bouge beaucoup de toute façon. Donc moi ça me plaisait bien de bouger pas mal. Après pour mes études, compte tenu de mon handicap, donc mes parents ont dit non, de toute façon il faut absolument que tu fasses des études pour essayer d'avoir une situation autre. Tu resteras pas sur l'exploitation. Donc je suis partie en pension.
Et à la pension, bon, d'une part, les enseignants, les professeurs de sport, bon, la notion de handicap, on en parlait moins que ce qui peut se faire maintenant, n'étaient pas non plus formés. Et le médecin de famille, bon, qui n'a pas plus que ça non plus poussé pour que je fasse du sport, hein. Donc voilà, j'ai bénéficié, je ne sais pas si c'est un bénéfice, mais enfin j'ai eu une dispense permanente pendant toute ma scolarité. Et donc quand je revenais aux vacances, etc., je me bougeais bien sûr sur l'exploitation familiale. Et à la pension, quand on avait donc bien sûr nos heures de cours, nos heures d'études, etc., et pour le week-end, les soirées, le week-end, il y avait une table de ping-pong qui traînait dans un coin, donc on allait taper la balle, histoire de s'amuser. Et bon, c'est comme ça que j'ai un petit peu découvert l'activité, mais enfin, on ne respectait pas trop les règles, hein, on s'amusait, voilà. Vous faisiez des tournantes? On s'amusait, on n'était pas très nombreuses d'ailleurs, mais enfin, on s'amusait. Et donc ça, c'était pendant la période 6e, 3e, parce qu'après, j'ai changé d'établissement, et là, il n'y en avait plus de table de tennis de table. Donc, donc moi, j'ai poursuivi mes études, et lorsque je suis rentrée dans la vie active, donc j'avais un emploi de bureau, et je me suis dit, c'est pas possible que... Vous ennuyez trop? Non, mais c'est pas possible. Un poste de bureau, on est assis quasi toute la journée. Oui. Bon, c'est pas possible le soir à 16h, 17h quand je rentre à la maison. Il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et donc, je connaissais l'existence du club handisport de Rennes. Donc, j'ai au départ souhaité commencer par ce club. Et donc, je suis allée les rencontrer. Et comme l'activité tennis de table était proposée, je me suis dit, tiens, je connais un peu quand même. Donc, je vais m'inscrire à cette activité. Donc, il a fallu, dans un premier temps, corriger un certain nombre de gestes, parce que ce que j'avais pu faire, moi, quelques années avant, oula. Apparemment, vous avez progressé très vite. J'ai progressé parce que presque aussitôt, enfin quelques mois plus tard, parce que le club handisport bénéficiait d'un créneau d'entraînement dans une salle appartenant au Cercle Paul Bert. Et donc, on y allait chaque semaine pour notre entraînement. Et le responsable nous voyait, bien sûr. Et un jour, il avait besoin d'une fille pour compléter une équipe. Mais là, pour jouer avec les valides, bien sûr, hein. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, c'est niveau départemental, est-ce que tu veux bien venir compléter l'équipe ? Et les gens qui étaient avec moi m'ont grandement encouragé aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? J'étais contente voilà, tout simplement, parce que je me suis dit, l'activité me plaît, je vais donc, le fait de prendre une licence au Cercle, je vais pouvoir bénéficier aussi de davantage d'entraînement. Faire des compétitions, davantage de confrontations en fait, et progresser, voilà. C'était parce que j'ai un petit tempérament compétiteur quand même. Oui, voilà. Quand on voit toutes les coupes. Disons qu'au début, il faut apprendre. Je pense que pour n'importe quelle activité, les débuts sont pas très drôles parce qu'il y a des bases à acquérir, etc. Et puis après, quand on commence un petit peu à se débrouiller, je dirais, on a envie de se confronter aux autres, même si c'est par jeu. Et puis après, ça devient un peu plus sérieux quand même. On vous a remis la Légion d'honneur le 11 juillet dernier. Alors déjà, j'avais obtenu le premier grade de la Légion d'honneur, c'est-à-dire chevalier, à l'issue des Jeux paralympiques de 96, où j'avais obtenu une médaille d'or. Donc le président de la République, président Chirac, à l'époque avait décidé, il l'avait fait de la même manière pour les valides juste avant nous, que les sportifs revenant des Jeux avec une médaille d'or seraient décorés du grade de chevalier de la Légion d'honneur. Et si la médaille était d'une autre couleur, argent ou bronze, ce serait l'ordre du mérite. Donc moi, j'ai fait une médaille d'or à Atlanta, donc j'avais eu le premier grade à ce moment-là.
Et puis, donc, vous avez peut-être, comme vous avez déjà regardé un petit peu mon parcours, donc j'ai été effectivement sportive pendant de nombreuses années, mais j'ai aussi très vite pris des fonctions de dirigeante, et donc j'ai occupé un certain nombre de responsabilités. Et donc très honnêtement, ayant eu donc des distinctions par rapport à mes résultats sportifs de Jeux paralympiques, très honnêtement, je me disais de toute façon, il n'arrivera plus rien maintenant en termes de reconnaissance, enfin de cet ordre-là, quoi, très honnêtement. Et puis l'an dernier, mi-juillet, j'étais partie en vacances chez des amis dans l'Est. Et puis en rentrant dans le train, quelqu'un sur Rennes, là, des amis, m'envoie un texto en me disant « Félicitations pour ta promotion ». Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin bref, bon. Et puis donc je suis allée voir sur le site. La meilleure façon, c'est d'aller voir. Et je m'y suis trouvée. Donc oui, vous l'avez appris par un site. Je l'ai sur le site officiel c'est quelqu'un qui avait lu le journal officiel, hein, voilà. Donc je l'ai découvert comme ça. Et à l'heure où je vous parle là, je ne sais toujours pas qui a enclenché cette promotion. Bien sûr, c'est le ministère des Sports, des Jeux Olympiques, Paralympiques, enfin, je n'ai plus la dénomination tout à fait précise là, mais ça part de là, par rapport au sport, bien sûr. Et a priori, par rapport à mon engagement associatif, voilà. Mais la personne qui a, à un moment donné, vu passer quelque chose me concernant et contacté des services quelque part pour dire attention, il y a faudrait peut-être regarder ce dossier, je sais toujours pas qui c'est. J'ai pourtant fait ma petite enquête. On la remercie beaucoup. Ah ben, bien évidemment, parce que j'étais très très surprise. Très surprise, je m'attendais vraiment pas à cette promotion. Et puis donc, alors comme je vous disais, pendant un certain temps, j'ai essayé c'était les vacances, bien sûr, alors j'ai essayé de... Qui a pu... Donc il s'est écoulé les vacances un petit peu après, et à chaque fois, non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas vous. Et puis arrive un moment, il faut penser à la remettre. Donc il faut préparer, faut trouver quelqu'un pour remettre l'insigne, et puis procéder. C'est à vous de trouver quelqu'un ? Disons que dans le contexte où ça, oui, disons qu'il faut solliciter quelqu'un, oui, j'ai été un peu aidée quand même, hein. J'ai été aidée. Il me fallait trouver quelqu'un titulaire de ce même grade pour la remettre. J'aimerais bien qu'on revienne qu'on reparte un peu dans le temps. Vous avez beaucoup voyagé. Quand j'ai commencé à faire des compétitions, les épreuves internationales étaient réservées, je parle en handisport, hein, elles étaient réservées aux personnes étant amputées ou paraplégiques. C'était les deux catégories. Donc moi, de toute façon, je n'avais aucune ambition, d'en faire au niveau national, mais ça ne pouvait pas aller au-delà. Et dans les tout débuts des années 80, différentes instances internationales ont réussi quand même à se mettre d'accord et à dire qu'en fin de compte, il y avait un certain nombre d'autres handicaps qui se trouvaient exclus de ces épreuves et qu'on devrait intégrer. Donc voilà. Et c'est à ce titre-là qu'en 84, il y a eu déjà beaucoup plus de monde sur les Jeux paralympiques. Moi, j'y étais pas, mais... Et ma première sélection en équipe de France s'est faite en 86 à l'occasion des championnats du monde qui étaient organisés en France. C'était l'occasion, quand on organise, d'avoir un petit peu plus de monde du pays, quoi, voilà. Et donc j'ai commencé comme ça. Donc c'était en France. L'année suivante, c'était une année de championnat d'Europe, parce que les championnats internationaux, tous les 2 ans, il y avait championnat d'Europe, et ça alternait avec une épreuve mondiale, donc une fois championnat du monde, une fois Jeux paralympiques. Donc les championnats du monde, c'était tous les 4 ans, Jeux paralympiques, tous les 4 ans, voilà. Et donc l'année suivante, je suis allée au championnat d'Europe qui était en Angleterre, à Stoke-Mandeville, qui est le berceau du sport handi.
Hein, c'est un médecin, Ludwig Goodman, qui a, juste à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, proposé à ses patients des activités sportives en complément de la rééducation. Donc c'est le berceau là-bas, hein, Stoke-Mandeville. Pratiquement toutes les disciplines font au moins une fois dans leur, un petit tour là-bas. Bon. Et puis après, j'ai continué un certain nombre d'épreuves internationales, et pour être qualifiée pour la première fois aux Jeux paralympiques, c'était à Barcelone. Deuxième et maintenant la médaille d'argent. La France. Second and silver medalist representing France. Segundo y medalla de plata. Si vous êtes passionné de tennis de table, je vous signale l'ouvrage que vient de publier d'ailleurs Jean-Philippe Gatien avec Olivier Breton, qui s'appelle Tennis de table, aux éditions Robert Laffont. Il y a tout sur le tennis de table, tous les coups, tout l'historique, où vous apprendrez entre autres qu'avant de dire ping-pong en France, on disait pim-pam et on disait whiff-waf aux États-Unis. Et finalement, on a fini par dire ping-pong, mais les sportifs de haut niveau préfèrent dire tennis de table. Et puis ensuite, vous avez continué, vous avez fait 3 autres éditions des Jeux paralympiques à Atlanta, à Sydney et à Athènes. Ça fait un peu rêver. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment étaient ces voyages, comment vous vous déplaciez? C'était en bus, en avion? Où est-ce que vous étiez reçu? À quoi ça ressemblait votre chambre? Ce genre de choses. Alors déjà, pour les déplacements courts, notamment Barcelone, on y est allé en avion Transal. Le président de la fédération était un militaire. Et donc, ça ne faisait pas très loin non plus. Alors déjà, en 90, pour les championnats du monde qui avaient eu lieu à Assen, en Hollande, on était allé comme ça. Donc, pour aller à Barcelone, on est aussi allé comme ça. Très honnêtement, ça le fait pour 1 heure et demie de trajet. Davantage, non, on sort de là, c'est extrêmement bruyant. C'est pas on était bien dans l'avion, mais... c'est pas la même chose que ce que l'on connaît quand on fait un voyage privé. Barcelone, c'était... Donc, on occupait le même village que les Valides qui avaient eu leur jeu avant nous. On occupe un peu moins d'espace puisqu'on est moins nombreux. Donc les chambres, en fin de compte, ce sont des appartements, ce sont des immeubles qui sont construits, c'est tout neuf, hein, donc ça sert pour les Jeux Olympiques avant nous, on arrive derrière, donc c'est bien sûr accessible, c'est indispensable. Et puis derrière nous, les gens qui ont acheté le logement rentrent dans les lieux, quoi. Ouais. C'est ce que l'on retrouve pratiquement à chaque fois, quoi. Et donc là, c'était des immeubles, mais moi j'ai de très très bons souvenirs c'était les premiers Jeux paralympiques aussi, donc et puis on était nous globalement au niveau handisport quand on allait sur des épreuves. Alors hormis parce que quand on faisait notre championnat d'Europe de tennis de table, il n'y avait que nous, il n'y avait que le championnat de tennis de table. Donc il n'y avait personne. Quasiment pas de spectateurs, rien. À Assen, quand on avait fait le championnat du monde, il y avait plusieurs disciplines de réunies sur un même site. Il y avait un petit peu de monde, la population s'était déplacée. Et là, mes amis qui étaient allés à Séoul, moi j'y suis pas allée, mais qui étaient allés à Séoul, c'est la première fois où, pour les Paralympiques, quasiment la première fois, on va dire, où il y avait un stade plein pour la cérémonie d'ouverture. Et donc, il y a beaucoup d'émotions, bien sûr. Et il m'avait prévenu, il m'a dit, écoute, toi, c'est la première fois, nous, on ne sait pas comment on va faire, comment on va réagir, mais tu vas sans doute avoir la réaction qu'on a eue il y a 4 ans, parce que quand on rentre dans le stade, plein, ovationné par tous les spectateurs qui sont là, il n'y a pas vraiment de mots pour le décrire, quoi. Et effectivement, c'est chargé d'émotions. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Alors on fait ce qui est prévu, on se positionne et puis la suite de la cérémonie se poursuit, quoi. Est-ce qu'il y a des tenues particulières pour le ping-pong? Alors, pas pour... moi, si vous voulez bien, on va dire tennis de table. Tennis de table, pardon. Alors, des tenues particulières... Non, là quand on est sur les cérémonies, on doit faire unité au niveau de notre pays. Alors, pour certaines éditions, comme j'en ai fait 4, on avait une tenue
de défiler, on va dire, hein, comme on les valide. Hein, Et à d'autres moments, on n'en avait pas. Donc là, par exemple, pour Barcelone, on a défilé en survêtement. Survêtement blanc. Et voilà, donc, et après pour la partie purement sportive, on a les maillots, etc. Enfin, la tenue sportive, pas notre tenue de club, c'est absolument interdit, mais la tenue sportive que la fédération et le responsable de la discipline ont décidé qu'on allait porter, quoi. Ce sont des tenues officielles, quoi. Sportive accomplie au palmarès éloquent. Elle participe à des compétitions nationales et internationales, à 4 Jeux paralympiques, Barcelone en 1992, Atlanta en 1996, Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Mon avantage, je ne sais pas, parce qu'en fait, déjà, il faut se qualifier. Alors, en amont, on s'entraîne, il y a quand même des contraintes, il y a quand même quelques contraintes, hein, quand les amis sont partis se promener, nous, si on a une compétition, un stage, quelque chose, donc on se bat déjà pour avoir sa qualification. Et puis une fois qu'on est qualifié, on se bat pour s'approcher du podium. Et quand on en est proche, on essaye d'y grimper le plus haut possible. Voilà. Donc, alors avec une pensée bien sûr pour à chaque fois pour tous ceux qui nous ont accompagnés à un moment ou à un autre dans notre parcours, parce qu'à l'époque les choses n'étaient pas développées comme elles le sont maintenant. On était regroupés 2 ou 3 fois dans l'année pour des stages. Mais au quotidien, on était dans notre club avec l'entraîneur du club, etc., quoi. Vous êtes fait des amitiés particulières pendant toutes ces activités? Tout à fait, parce que moi j'ai connu au tout début de l'équipe de France, on n'avait pas, pour notre discipline entre autres, on n'avait pas de kiné. Enfin, il y avait donc, si on en avait une qui avait un petit problème, on essayait de, et ça a créé vraiment de belles amitiés. Puisque j'ai encore une des amies que j'ai connue pratiquement dès le début, s'est déplacée pour ma réception l'autre jour. Il y a des liens qui sont restés, pas avec tout le monde. J'ai de très bons souvenirs, mais j'ai pas gardé forcément les mêmes relations amicales avec tous ceux que j'ai côtoyés, mais il reste quand même il reste des liens, bien sûr. On n'efface pas tout ça, tous ces parcours où on était pas aidé plus que ça, parce que les aides, globalement, on a eu la reconnaissance sportive de haut niveau en 93. Donc jusque-là, c'était nos propres moyens, c'était le club qui pouvait aussi apporter un soutien. On savait se regrouper pour les déplacements, les tournois, les choses comme ça, parce que fallait un petit peu mutualiser aussi pour voilà. C'est quelque chose qui a pu vous mettre en colère, ça? En colère, non, puisque c'était la même chose pour tout le monde. Donc, non, s'il y avait eu dans le groupe des gens qui avaient eu des moyens... mais c'était organisé. J'ai souvenir d'un tournoi qu'on était allé faire, c'est en 91 en Hongrie. Et c'était le responsable national qui avait décidé qui allait à ce tournoi. Et on était... Donc pour ne pas... comme il y avait un budget au niveau de la commission qui était très restreint, donc il a fallu un petit peu jouer les économies quand même. Et on est allé en voiture et on était 4 voitures. Ça, par contre, c'est extrêmement dangereux. 4 voitures à se suivre. On a mis 2 jours pour aller, 2 jours pour revenir. On avait dormi en Allemagne ou en Autriche. Non, ça, c'était par contre, c'était pas des plus reposants. Et puis, 4 voitures à se suivre. On s'est dit, il y a un bon Dieu avec nous ce jour-là, quoi. Et vous aviez du coup un entraîneur? Oui. Et vous pourriez décrire comment il était? Alors, j'en ai eu plusieurs. Est-ce que vous avez eu un préféré? Pas particulièrement, non, pas particulièrement. En plus, les entraîneurs, alors au début, on en a eu 1 ou 2. Après, comme le groupe tennis de table s'est développé, parce qu'à un moment donné, on était quand même une bonne vingtaine à partir sur les compétitions. Donc, il faut savoir qu'on est sur les compétitions, on est classifié par catégorie.
Et donc en tennis de table, il y en a 10. 10 catégories pour les dames, 10 catégories pour les messieurs. Et il y a donc 5 catégories qui concernent des joueurs pratiquant en fauteuil et 5 des joueurs, les autres, les joueurs qui jouent debout. Donc après, les entraîneurs se sont un petit peu plus spécialisés parce que le jeu fauteuil n'est pas le même, etc. Et puis, quand on était sur les... Alors ça, c'était pour les stages où on travaillait en fonction du programme qui nous était imposé. On nous donnait aussi, à l'issue du stage, individuellement, toi, il faudrait que tu travailles ça. Ça, c'était du travail que je faisais après, une fois rentré ici, avec mon club. Et puis, quand on était sur des compétitions officielles, en fonction des horaires de match, etc., il fallait que les entraîneurs se répartissent. Et par exemple, moi, sur la finale à Atlanta, le coach que j'ai eu n'était pas je l'avais jamais eu en coaching avant. Il s'occupait, lui, plus précisément des joueurs fauteuils. Mais comme il y avait moins de joueurs fauteuils à la même heure à disputer une compétition, donc c'est lui qui s'est retrouvé libéré, on va dire, et c'est lui qui est venu me coacher. J'ai pas de regrets, puisque c'était sur l'épreuve individuelle et j'ai gagné le match, donc c'était très bien. Pendant 15 ans, elle va alterner entre compétition valide et handisport. 刚才呢，我们的主持人也介绍了，王励勤呢和瓦尔德内尔是相差了13岁，瓦尔德内尔今年是39，王励勤呢是26，瓦尔德内尔呢可以说是打了中国6代人，而且这6代人呢现在都在现场。 Vous vous rendiez compte à ce moment-là que vous aviez une vie un peu différente des autres? Enfin, comment vous visualisez votre vie à ce moment-là? C'est évident que le sport prend beaucoup de place. Il prend même énormément de place par moment parce que j'avais très peu d'aménagement. J'avais pas d'aménagement sur mon poste de travail. Par contre, tous les ans, quand je connaissais la programmation de l'année, avec le nombre de stages, les compétitions officielles, etc., je sollicitais mon employeur. Parce que vous continuez à travailler à côté. Bien sûr. Bien sûr, moi on n'avait pas, fallait bien vivre. Donc moi je travaillais, j'avais un poste plein temps. Donc je sollicitais mon employeur pour essayer d'avoir quelques jours de congés supplémentaires, parce que pendant jusqu'en 2004, oui. Tous mes congés ont été absorbés par le sport, entre les stages, entre les compétitions officielles. Quand on partait sur les Jeux, quand il s'agissait de championnat d'Europe, championnat du monde, c'était une semaine, à peu près. Peut-être un peu plus pour le... Oui, mais championnat d'Europe, ça faisait une semaine, parce qu'on restait en Europe, bien sûr. Quand c'était championnat du monde et que c'était à l'autre bout de la planète, faut quand même arriver un peu avant pour récupérer. Donc c'était presque 2 semaines, plus les stages qui s'étaient déroulés avant, etc. Et les stages, ils n'étaient pas toujours à côté. À une période, on avait nos stages un petit peu en dessous de Nantes, là, à Bousset, donc pendant un moment. Donc c'était très pratique pour moi, parce que ça faisait pas loin pour aller. Donc, mais après, on a eu les stages qui étaient dans la Drôme, là, comment ça s'appelle? Enfin bref, donc il faut prévoir tout le temps de trajet, aller, temps de trajet, retour. Bon, voilà, mais pendant très longtemps, c'est vrai. Et quand, en 99, les RTT sont arrivés, j'ai apprécié parce que ça permettait... Et puis les choses aussi, les stages, les tournois internationaux devenaient de plus en plus nombreux. Donc, faut calculer. Parce que vous faisiez quoi comme travail à côté? Un travail de bureau. Donc, je travaillais à la Mutualité sociale agricole. Et voilà, j'avais une gestion de fichiers, puisque j'étais au service juridique, donc j'avais une gestion de fichiers. Et donc, voilà, Et vous ne pensiez qu'à partir dans le sport, ou quand même pas? Non, il y avait le travail me plaisait bien, donc c'est déjà important. Mais à partir du moment où on est engagé, etc., qu'on sent qu'on a sa place et qu'on peut encore faire d'autres épreuves intéressantes, parce que
Il y a eu une période un petit peu d'hésitation parce qu'en 88, j'étais présélectionnée pour aller à Séoul et j'y suis pas allée. J'ai été très déçue. C'est resté en travers pendant... C'était un problème de classification. Moi, au niveau national, j'étais deuxième. On a pris la première, la troisième, la quatrième, parce que c'était des catégories de handicap différentes. Et il avait été jugé que ma catégorie... Parce qu'il fallait être podiumable, globalement. Donc, voilà. Donc, je suis restée... et j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que tu continues ou pas ? Parce que, c'était quand même une belle déception. Et puis en fin de compte, je me dis, pour l'instant, je continue. Et puis, l'année suivante, je me suis dit, je vais montrer ce que je suis capable de faire. D'où, c'est en 89, ce trophée-là. Et peu de temps après, il y avait le championnat d'Europe et je fais entre autres 2 médailles d'or au championnat d'Europe. Je vais leur montrer que dans ma catégorie, j'ai ma place. Et donc, je suis restée voir pour 92. 92, j'étais retenue pour aller à Barcelone. Et puis après, j'ai continué. Je me suis dit, c'est Atlanta dans 4 ans. Voilà. Et puis comme ça l'avait bien fait, puisque j'ai fait une médaille d'or, j'ai dit, allez. On va essayer. Après, j'ai terminé 2004. Ça a été déjà très dur de se qualifier. Là. Donc, je savais que c'était les derniers. Là. Donc, j'ai arrêté. Donc, j'ai quitté l'équipe de France 2004, au retour d'Athènes. Je suis restée quand même jouer en handisport jusqu'en 2006. J'avais prévu d'arrêter en 2006, donc j'ai dit je vais rester jusqu'en 2006. Et comme je connaissais quand même du monde, notamment en tennis de table à l'international, quand les Jeux de 2008 sont arrivés à Pékin, j'y suis allée comme supporter. Et à Londres, j'y suis aussi allée comme supporter parce que je trouvais très intéressant, je connaissais du monde. Je pouvais aller voir autre chose que du tennis de table, ce qui n'était pas possible quand j'étais, moi, athlète. Et voilà, donc je me suis dit, dans la foulée, on fait tout ça. Vous vous rendiez bien compte quand vous parliez avec vos collègues que vous aviez une vie un peu exceptionnelle ou... Écoutez, chacun, vous savez, quand on est dans un bureau, on échange avec les collègues. Il y en a qui sont sur le sport, il y en a qui ont d'autres passions. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas prêté plus attention que ça. J'étais dans le sport. Vous avez jamais eu l'impression que vous faisiez un choix un peu spécial Dès l'instant où on s'engage, surtout pour la pratique du haut niveau, si, il y a quand même... c'est un choix de vie de toute façon, parce qu'il y a quand même des contraintes. On ne fait pas ce qu'on veut quand on a envie, tout à fait. Quand même. Hygiène de vie peut-être aussi c'est préférable. Ouais. C'est préférable. C'est préférable parce que... et puis même pour soi, je veux dire, quand on est qualifié pour une épreuve officielle, on a envie de la réussir. Donc on va pas aller faire d'impair juste avant. Enfin, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté, de bien se préparer et puis de respecter pour le sommeil, pour un certain nombre de choses. Et puis, de toute façon, quand on était sur les Jeux, alors ça s'étalait pratiquement sur toute la période des Jeux. On n'avait pas forcément beaucoup de matchs dans une journée. On pouvait n'en avoir qu'un, quelquefois, 2, quelquefois aussi. Mais donc, dès l'instant où on avait terminé, si on avait gagné, soit on allait se reposer si on estimait avoir besoin d'aller se reposer, soit on allait encourager les collègues qui jouaient. Et si on était éliminé, la problématique, elle ne se posait même pas, on allait encourager les collègues. Là, on n'a plus besoin de repos spécifique, on allait encourager les collègues. C'était impensable. Admettons, éliminé, allez, ça y est, il me reste 2-3 jours, je vais faire du tourisme. Non, c'était pas prévu, ça. Et à la fin, vous avez quand même peut-être un grand repas ou...
Il y a, sur les championnats d'Europe, championnats du monde, les organisateurs prévoyaient toujours un repas de clôture, un repas plus qu'amélioré, voilà. C'était globalement très sympathique. Je veux dire, donc on représente notre pays sur toutes ces épreuves. Quand on est dans l'aire de jeu, on essaie de se battre pour aller le plus loin possible. Mais en dehors, moi j'ai toujours eu de bonnes relations. Le problème, c'était le barrage de la langue, quelquefois. Bon, on y allait avec les gestes, mais bon, ça ne dit pas tout. Et appris l'anglais? On parlait anglais. Mais je veux dire, quand on ne le pratique pas couramment, il y a quand même quelques lacunes quand on veut communiquer. Et moi, j'avais fait à l'école anglais en première langue et espagnol. Quand je suis allée à Barcelone, j'adorais l'espagnol. Quand je suis allée à Barcelone, je me dis, oh là là, je vais pouvoir travailler mon espagnol. On a parlé anglais tout du long. Donc voilà, j'ai très peu. Alors, et si, quand j'étais dans les commerces ou autres, que les gens parlaient espagnol, c'était facilitateur, quoi, de connaître un petit peu, quoi. Mais est-ce qu'il y a un pays qui vous a marqué plus qu'un autre? Je sais pas. J'ai bien aimé partout, globalement, partout où je suis allée. C'est celui que j'aurais peut-être le moins aimé, mais bon, pas sur le plan sportif, mais puisque c'est Atlanta, dans le sens où on est allé un peu dans la ville, mais très peu. Et pour la partie compétition, le gymnase où se déroulaient nos épreuves était situé à 40 km. Donc il venait d'être construit, les extérieurs n'étaient pas terminés. Donc on arrivait là pour la journée complète, parce que quand on est à proximité du village, il y a toujours un peu de distance, parce que maintenant c'est vrai que ça prend des dimensions aussi, mais je veux dire, si on a un match à 14h, on sait qu'il faut être dans la salle un certain temps avant, faut s'échauffer, etc. On anticipe sur le temps de trajet, mais on peut pas, on n'est pas obligé de partir à 8h du matin, quoi. Bon. Quand on allait là-bas, c'était le bus entier, et puis on partait le matin pour la journée. On rentrait quand il n'y avait pas des bus, toutes les demi-heures, quoi. Est-ce que vous continuez à voyager beaucoup, ou est-ce que ça vous manque? J'aime bien voyager. Ça m'a un peu donné aussi le goût des voyages, hein. J'aime bien voyager. Là maintenant, je dirais un petit peu moins, parce qu'avec le Covid, voilà. Hein, mais non, j'aime bien les voyages, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aime bien découvrir. Alors là, c'est vrai que depuis 2-3 ans, c'est plus la France que je parcours. Rêve, et surtout ne t'endors pas. Ferme les yeux comme moi, et tu verras. Comme on parlait tout à l'heure, des amitiés qui peuvent se développer aussi avec d'anciennes collègues sportives. J'ai actuellement, mais ça c'était avec les valides, mais peu importe, des amis qui sont dans l'Est de la France, et depuis, ça fait 19 ans.
Tous les ans, on se voit, une fois en Bretagne, une fois chez eux. Et bon, cette année, ce sont eux qui sont venus. Et moi, j'ai toujours aussi plaisir quand je reçois, j'ai des amis aussi dans les Pyrénées. Et quand je les reçois, quand c'est moi qui les reçois, j'ai toujours plaisir à faire visiter Rennes. Et puis là, maintenant, avec les amis de l'Est, là, on est en train de faire, on n'a pas terminé le tour de la Bretagne. On prend une location et puis on rayonne. Je leur fais découvrir aussi. Et puis quand je vais chez eux, on fait pareil. Et qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer que vous êtes un peu célèbre ? Vous savez, je ne crois pas que j'ai beaucoup changé. Ça me fait plaisir, bien sûr, d'avoir réussi certaines compétitions. Effectivement. Mais je ne l'affiche pas forcément. Je tiens à rester ce que je suis, voilà. Parce que je suis aussi pas mal engagée sur le côté bénévolat et responsabilité administrative. Bon, je suis assez régulièrement au club de Rennes. Je m'occupe encore du groupe tennis de table du club de Rennes. Je suis au comité départemental, un petit peu à la région. Donc, je veux dire, on est dans l'action quand même. Il y a des choses à faire. Les responsabilités, c'est pas uniquement que de dire aux uns, aux autres, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Il y a un tas de choses que je les fais aussi. Hein. Donc, puis j'ai pas du tout envie de changer. J'ai une autre activité que je fais complètement différente et que je fais en pure détente là. Et donc, j'ai eu, juste après la réception, là, il y a un article qui est passé sur le site, et j'ai une collègue qui m'a envoyé gentiment un message en me disant, écoute, je découvre tout ce que... Pourtant, ça fait 6 ans que j'y vais. Je découvre tout ce que tu as fait, de très grands résultats sportifs, etc., que tu as été dirigeante, un certain nombre de choses, que tu viens d'avoir une promotion dans la Légion d'honneur. Et puis elle me dit, je suis ébahie par ta simplicité, ta modestie. Je me dis, mais à quoi ça sert ? Je vais pas changer maintenant, je suis comme ça, de toute façon. Donc, chasser le naturel, il revient au galop, donc je suis comme ça. Je n'ai pas... Bon, je suis contente, bien sûr. Ça, par contre, je suis quand même... c'est fier quand même de ça. Bon, mais voilà, la vie continue. Tous les jours, c'est un autre challenge. C'était important de rendre vos parents fiers ? Oui, malheureusement, ils ne sont plus là depuis longtemps. Mais si papa a connu la médaille d'Atlanta, il était encore là à ce moment-là. Il était très fier et ma maman aussi aurait été là, elle aurait été hyper fière. Ça c'est évident. On voit toujours un peu nos parents quand on fait les choses. Hein. Quelque part, je veux dire que notre comportement aussi est un petit peu la conséquence de l'éducation qu'on a reçue. Hein, donc voilà, c'est un petit peu une certaine continuité. C'est sûr que le sport à la maison, il y en avait, le sport en tant que tel, et puis c'était pas développé dans ces années-là non plus. Pas comme c'est, en milieu rural, il n'y avait pas énormément de choses. Donc faut resituer aussi les choses dans leur contexte. Hein. Donc, mais c'est vrai que c'est moi qui ai voulu faire du sport, qui ai voulu bouger, puisque je pouvais pas faire... Moi, j'étais sur un poste administratif, donc je devais pas rester, moi. Il faut absolument que je bouge, quoi. J'avais besoin d'être dans l'action, certainement, donc voilà. Et vos parents, ils vous faisaient confiance Au début, je disais... Qu'est-ce que tu fais, quoi ? Mais parce que c'était pas la culture de la maison, quoi. C'est tout. De l'activité physique, eux, ils en avaient, par contre. Hein, parce que sur une exploitation agricole, y a des choses à faire. Et pas nécessairement aussi mécanisées que maintenant. Ça l'est devenu, mais pas autant que maintenant. Donc, non, mais ils m'ont pas bloqué spécialement là-dessus, quoi. Hein. Donc ici, on est au Blon. Nous, on est une radio de quartier. Ouais. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le sport ? Je dirais qu'il existe quand même pas mal d'associations. Moi, je trouve très important de pratiquer en structure,
parce qu'on voit aussi des pratiques complètement libres qui se développent. Mais je trouve que c'est enrichissant de pratiquer en structure, de côtoyer aussi du monde. Et puis quelqu'un qui a envie de faire une activité, faut surtout pas hésiter. Il y a Internet qui peut quand même bien aider pour localiser là où on veut pratiquer. Mon discours, il va plus vers les personnes en situation de handicap, parce que c'est un petit peu quand même mon domaine. Il arrive encore qu'on nous dise, on ne savait pas que notre enfant pouvait faire ceci, cela, etc. Ça, je me dis, mais bon sang, maintenant, avec les médias, avec un certain nombre de retransmissions, parce qu'il y en a de plus en plus, mais il n'y en avait pas à l'époque où j'y étais. Il y avait un résumé d'une heure, une heure à peine, 3 semaines après notre retour. Résumé en 1 heure, tout ce qui avait pu se passer. Bon. Autant dire que, voilà. Donc, moi, pour les personnes qui sont concernées par le handicap, handisport, c'est le handicap moteur et sensoriel. Le handicap mental et les problèmes psychiques, ça relève du sport adapté. Mais faut surtout pas hésiter. Le comité départemental est là pour renseigner si nécessaire. La ville de Rennes, la direction des sports, ils nous connaissent bien. Quelqu'un qui aurait envie, il faut surtout pas hésiter. On a des écoles de sport pour les jeunes, aussi bien en multi-handicap physique qu'en handicap visuel. On développe un certain nombre de choses au niveau du comité. La pétanque aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qui existent, des choses que peut-être certaines personnes ne soupçonneraient pas, mais faut surtout pas avoir peur de prendre des contacts pour s'informer et puis en parler autour de soi. Le sport, c'est indispensable d'avoir une activité physique. Voilà. Manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, c'est ça, on va rajouter ça. Mais pas forcément de la compétition, tous les goûts sont dans la nature. Donc voilà, mais avoir une activité physique. Qui plus est, davantage encore pour les personnes en situation de handicap. Il faut entretenir l'existant, je veux dire, voilà. Donc, puis ça crée du lien social, il y a beaucoup d'avantages, on se vide la tête, voilà. S'il y aurait une amélioration encore à faire, quelque chose que vous voudriez atteindre cette année, qu'est-ce que ça serait ? Toucher ceux qu'on n'a pas touchés encore, mais je sais pas. Oui, on est toujours en termes de développement. Alors, si un événement qui va se dérouler en Bretagne au printemps 2024, ce sont les Jeux nationaux de l'avenir. Donc, ces Jeux s'adressent aux jeunes, jusqu'à 20 ans, à peu près. Et donc, c'est une fête du sport pour les jeunes. C'est multi-activités. Et je sais que nous, au comité, on est en train de travailler pour proposer des stages départementaux, etc., en amont, de manière à ce que, comme ça se passe en Bretagne, que la délégation bretonne puisse être bien étoffée. Donc, s'il y a des gens qui entendent, qui ont un enfant, parce que ça s'adresse aux jeunes, qui a un souci, etc., qui viennent à notre rencontre dès le mois de septembre. Les activités pour les jeunes, notamment, ont lieu au gymnase des Hautes-Ourmes, donc mercredi après-midi. Donc, que les gens n'hésitent surtout pas à prendre contact. Et puis après, on voit avec les salariés qui sont quand même les professionnels dans ce domaine, ce qu'il est possible de faire. Merci beaucoup. Vu que c'est la radio, je vais à la fin de cette émission passer un petit morceau. Est-ce que vous pourriez donner un morceau de musique là, que vous aimeriez bien écouter ou mettre juste après Non. Une musique qui vous motive quand vous faites du sport. Alors, je vais vous dire, il y a une musique que j'adorais, je crois que c'est une création qui a dû être faite pour le championnat du monde de 1990 à Seine. Okay. Je ne peux pas la retrouver. Vous m'aidez pas là. Non. Ok, non, je mettrai quelque chose. Merci. Mag heute ein bisschen tanzen, sag, wo gehen wir am besten hin? Mag was trinken und auch rauchen, oder bist du gar nicht in Wien? Aujourd'hui, on a baptisé une salle de sport en son nom, là d'où elle vient, à Chapelle-Chaussée, en Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, sa retraite n'est pas très reposante. Michèle Sévin s'implique au comité départemental handisport d'Ille-et-Vilaine. Elle n'est plus officiellement présidente, mais c'est un peu comme quand il lui reste un peu de temps, elle entraîne le groupe de tennis de table de son club.
C'est sûrement la retraitée la plus occupée d'Ille-et-Vilaine. C'était Michel Sévin, un reportage réalisé par Aurélia Thomas. Und alles, was sie hören, ist bla bla bla, ist bla bla bla. Und alles, was wir reden, und alles, was wir hören, ist bla bla bla, ist bla bla bla. Steck mit deiner Zunge rein, ist urschön mit dir. Aber schütt nicht so viel Bier aus. Das kostet dir auch Geld, ich hab ja auch kein Geld. Dann kommt der Typ von dieser einen Band, die glaubt, dass heute Wien sie kennt. Sagt, nächstes Jahr kommt ihr Durchbruch und hab ich auch den Sinn des Lebens sucht. Quartier des Ondes, get ready, feel at home. Quartier des Ondes, installe-toi. Quartier des Ondes, fais comme chez toi.